Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure du bilan. Vous connaissez l'émission, un invité vient faire le point sur différents sujets. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Benjamin Lucas, président du mouvement des jeunes socialistes. Bonjour. Bonjour. Alors dans cette émission, c'est une habitude, on commence par les sujets, les combats de l'invité. On va commencer avec ce premier combat, Benjamin Lucas, c'est le rétablissement du service militaire. Alors je vais un peu récapituler les faits pour les téléspectateurs qui nous regardent. En novembre dernier, Jean-Christophe Cambadély a tenu une conférence de presse pour présenter les différents projets du Parti Socialiste en vue des élections présidentielles. Il avait notamment spécifié que les conditions requises par la loi pour rétablir la conscription semblaient pour la première fois depuis 20 ans réunies. Et vous, ça vous a fait bondir sur votre compte Twitter d'abord. Vous avez écrit évidemment opposé au retour du service militaire sur quelque forme qu'il soit. Les jeunes ont besoin de droits pour leur autonomie. Vous poursuivez avec un communiqué. Je trouve curieux cette propension de vieux monsieur qui ne souffre ni des inégalités ni des discriminations à expliquer aux jeunes comment ils doivent aimer la République. Alors c'est vrai qu'on sait, le MJS est pas complètement dépendant du Parti Socialiste, notamment depuis le début des années 90. Mais est-ce que ça pose pas un problème de se confronter au premier secrétaire du Parti Socialiste, aussi frontalement, Benjamin Lucas? D'abord, le premier secrétaire du Parti Socialiste n'est pas le seul qui porte cette proposition, et donc mon opposition à ce sujet, c'est une opposition de conviction, une opposition de principe, de fond. C'est pas une opposition à une personne. J'ai beaucoup de sujets d'accord avec Jean-Christophe Cambadély. Sur ce sujet, nous avons un désaccord pour les raisons que vous avez rappelées. Moi, je pense qu'aujourd'hui... Je parlais pas évidemment de la personne, je parlais vraiment du projet, parce que c'est un accord quand même sur des propositions du Parti Socialiste. Mais nous sommes dans la famille socialiste aussi pour porter la parole des jeunes et pour porter les aspirations des jeunes. Et je crois que dans une société où les jeunes sont les premières victimes des inégalités, des discriminations, de la défiance vis-à-vis de leurs représentants et des élus, il y a d'autres réponses à apporter, d'autres priorités que de les envoyer dans les casernes. Vous pensez vraiment que le service militaire, proposer ce retour du service militaire est complètement décalé, vous, Benjamin Lucas, avec la réalité? Oui, je pense d'abord personne n'en veut, les jeunes n'en veulent pas, les associations n'en veulent pas, l'armée n'est pas en capacité aujourd'hui de le rétablir, et qu'il y a d'autres priorités. Aujourd'hui, les jeunes sont les premières victimes de la pauvreté. Par exemple. Donc ça, c'est un combat sur lequel les jeunes nous attendent. Les jeunes ont aujourd'hui besoin d'accéder à l'autonomie pour pouvoir faire leurs études sans avoir à se salarier et donc à échouer. Les jeunes sont aujourd'hui la catégorie de la population qui souffre le plus des discriminations, par exemple des contrôles faciès. Donc voilà des réponses concrètes qu'il faut apporter à la vie des jeunes. Si on veut, c'est quoi l'enjeu? C'est de faire en sorte que les jeunes s'engagent et adhèrent aux valeurs républicaines. Moi, je crois qu'on n'adhère pas à des valeurs par la contrainte, on y adhère par la conviction, par l'adhésion librement consentie. Et donc pour ça, il faut que la République, ce que je disais dans ce communiqué, pour que la République soit aimée, il faut qu'elle soit aimable et donc qu'elle fasse dans le quotidien des jeunes la traduction concrète de ces valeurs, liberté, égalité, fraternité. On doit l'éprouver dans notre vie quotidienne. Donc, Benjamin Lucas, vous pensez qu'il y a une vraie... c'est-à-dire qu'à la tête du Parti Socialiste, on n'a que des anciens, c'est ce que vous dites un petit peu. Non, la formule était... S'il y avait ce côté jeune, voilà, nous on représente les jeunes, c'est-à-dire qu'il y a que des vieux finalement à la direction. Non. La formule était... c'était pas un communiqué, c'était un post sur Facebook. La formule était sans doute malvenue de dire les vieux messieurs, mais c'est ça que je trouve curieux. C'est effectivement, on a beaucoup de gens qui viennent expliquer aux jeunes comment aimer la République, mais qui ne se rendent pas compte que aujourd'hui, notre société est encore beaucoup trop inégalitaire et beaucoup trop injuste envers les jeunes, et c'est à ça qu'il faut répondre d'abord. Après, sur la direction du Parti Socialiste, moi je suis pour le renouvellement, mais il y a des jeunes dans la direction du Parti Socialiste. Il y a d'ailleurs, et c'est l'honneur de la famille socialiste, vous le rappeliez, des jeunes socialistes qui sont autonomes, c'est-à-dire qu'ils peuvent eux-mêmes définir leurs combats, qui peuvent eux-mêmes définir leurs dirigeants, et eux-mêmes exprimer leurs convictions, comme nous l'avons fait sur le service militaire. Et donc ça, c'est l'honneur aussi de la gauche, qui laisse la place aux jeunes, et qui laisse aux jeunes le soin de s'exprimer. Mais est-ce que ça, c'est pas un problème parfois, aussi cette autonomie? Parce que c'est vrai qu'en vue d'élections présidentielles, faut montrer qu'une famille est unie aussi. S'il y a parfois des petites composantes comme ça qui s'opposent sur différents sujets, qu'est-ce que peuvent se dire les citoyens aussi? Est-ce qu'ils sont vraiment unis sur leur programme? Est-ce qu'ils veulent vraiment tous la même chose? Mais c'est la démocratie. Moi, je crois qu'il ne faut pas qu'on ait peur. Vous savez, on est dans un système de la 5ème République qui est fou, où on a l'impression qu'il faut qu'un individu tout seul décide de tout. Moi, je crois dans l'intelligence collective. Et pour définir des réponses, pour trouver des compromis, pour faire des synthèses, il faut pouvoir débattre et mettre ses convictions sur la table. C'est ce que nous, on essaye de faire. Donc, je crois au contraire, c'est une chance. Parce que c'est quand on reste aveuglé par des mauvaises idées, c'est quand on s'entête parfois qu'on échoue. Je pense par exemple que si le président de la République avait un peu plus écouté sur la déchéance de nationalité ceux qui, dans son camp comme nous, lui disaient que ce n'était pas une bonne idée, là on aurait évité de perdre plusieurs mois avec ce combat-là. Vous parliez aussi de ce problème de 5ème République. Vous êtes complètement pour même une 6ème République.
Ça me fait penser quand même un peu à Jean-Luc Mélenchon. Mais à d'autres, Arnaud Montebourg, Benoît Hamon, beaucoup de militants associatifs, de militants syndicaux, de militants politiques à gauche défendent un autre modèle démocratique. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, nous avons 7 jeunes sur 10 qui s'abstiennent lors de chaque élection depuis 2012. Et nous avons des jeunes qui, pour beaucoup, sont en train d'être tentés par le Front National, pour qui le premier vote, c'est le vote vers le Front National, ou alors c'est l'abstention. Et donc on doit apporter une réponse, on doit donner un nouveau souffle à la démocratie. Et oui, aujourd'hui, on a un système qui est trop verrouillé. On a aujourd'hui une démocratie où tout repose sur un seul homme, le président de la République, et où finalement on n'a pas de respiration démocratique et de respiration collective. C'est ça aussi le but d'une 6ème République. Ils sont prêts au Parti Socialiste à passer à une 6ème République. Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans la direction? Ils seraient prêts à proposer ça si vous êtes réélu en 2017 notamment? Je pense que la question n'est pas est-ce que les dirigeants sont prêts, la question est qu'est-ce qu'il est nécessaire de faire, et qu'aujourd'hui c'est nécessaire. Prêt à proposer dans le programme une 6ème République. Je sais pas si aujourd'hui j'ai pas le sentiment que tout le monde au Parti Socialiste propose une 6ème République, mais je pense qu'en tout cas il y a un consensus pour dire qu'il faut changer les règles du jeu démocratique aujourd'hui, parce qu'elles ne permettent plus à beaucoup de citoyens de se sentir représentés et de sentir que... Alors la question c'est quoi ? C'est est-ce que le bulletin de vote sert à quelque chose ? Est-ce que le bulletin de vote pèse ? Tant qu'on aura des citoyens qui auront le sentiment qu'ils votent pour la gauche ou pour la droite, ça ne change rien, on aura l'extrême droite qui va progresser, ce que je combats évidemment, et on aura l'abstention qui va progresser. On va passer à un deuxième sujet, si vous le voulez bien. Benjamin Lucas, la loi travail. Un deuxième combat. Alors, je rappelle à nos téléspectateurs, c'est un texte qui revoit en profondeur plusieurs règles du Code du travail, notamment en matière du temps de travail, mais aussi concernant les nouvelles dispositions sur le licenciement économique, entre autres. Et dans une interview à la radio, on est en mars dernier, vous avez déclaré: ce projet part d'une inspiration qui n'est pas celle pour laquelle la gauche a été élue en 2012. Est-ce que vous pensez que la loi travail a vraiment marqué une rupture concrète entre les Français et le pouvoir Hollande, Emmanuel Valls, quand il était Premier ministre? Benjamin Lucas. Oui, parce que moi je me souviens de la campagne électorale de 2012, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, et je me souviens d'un discours qui a été fait par Nicolas Sarkozy le 1er mai au Trocadéro, un discours sur le travail, où il donnait exactement les arguments qui ont servi certains à défendre la loi travail. Et là aussi, on parlait tout à l'heure de la question démocratique. Comment on peut être jugé crédible quand on dit quelque chose quand on est en campagne électorale, notamment que le Code du travail n'est pas un frein à l'emploi, notamment que la gauche a vocation à donner des protections nouvelles aux salariés, et qu'on fait une loi travail qui fait l'inverse une fois qu'on est aux responsabilités. Ça brouille le message, ça brouille notre crédibilité, et ça fait que nos électeurs s'éloignent de nous. Donc oui, c'est un des points de rupture entre nous et nos électeurs dans ce quinquennat. Donc c'est pas si bon tout ça. Au niveau de la loi travail, c'est un vrai regret pour vous, cette loi travail qui a quand même mobilisé de nombreux Français dans la rue, Benjamin Lucas. C'est un échec alors. Oui, c'est un vrai échec de François Hollande. Nous avons nous-mêmes participé aux manifestations contre la loi travail parce que, encore une fois, cette loi elle n'avait pas de légitimité. Elle n'avait pas la légitimité de l'élection, puisque nous n'avons pas dit dans la campagne de 2012 que nous ferions une telle loi. Nous avons même dit que nous ferions l'inverse. Elle n'a pas eu la légitimité du Parlement, puisqu'elle a été passée en force par 49.3. Il n'y a pas eu de vote au Parlement sur cette question, parce qu'elle aurait été rejetée par la majorité. Alors qu'aujourd'hui, Manuel Valls, justement, concernant le 49.3, il s'en est servi, mais il est contre. Tant mieux, moi je me réjouis. Un peu bizarre quand même, Benjamin Lucas. Mais là aussi, ce que je disais tout à l'heure, la question aujourd'hui, c'est comment on redonne de la crédibilité à la parole de la gauche auprès de nos concitoyens. Et on ne peut pas redonner de la crédibilité quand on donne l'impression qu'on dit des choses et qu'on en fait d'autres. Et c'est l'exemple de la loi travail, c'est l'exemple de la déchéance de nationalité, c'est l'exemple du travail du dimanche. On ne peut pas avoir de double discours. La gauche sont des valeurs, sont des convictions, c'est aussi des millions d'électeurs qui nous ont fait confiance en 2012 et dont nous espérons qu'ils nous feront à nouveau confiance en 2017. Alors c'est vrai qu'à cette période où vous combattez complètement cette loi travail avec le mouvement des jeunes socialistes, la gauche, la presse, c'est un peu enflammée, en titrant notamment Capital.fr qui titrait « La jeunesse de gauche qui veut faire plier François Hollande », un autre sur BFMTV.fr qui met le MJS, ce mouvement, en conflit. C'est quand même pas un problème quand même d'avoir un mouvement des jeunes socialistes qui ne soutient pas le président de la République socialiste en place. C'est vrai que du côté notamment des Républicains, quand le président est de droite, ils sont vraiment derrière lui, tout aussi en proposant autre chose, mais c'est pas si frontal, Benjamin Lucas. Parfois le MJS peut être frontal envers le François Hollande et le gouvernement. D'abord, si vous me permettez, je pense que nous avons démontré dans ce quinquennat que nous soutenions l'action du président de la République sur les réformes qui ont été menées pour l'éducation, sur ce qui a été fait pour la santé, pour les solidarités. On a fait campagne pour la prime d'activité, etc. Simplement, le problème, il n'est pas que nous ne soutenions pas une mesure du gouvernement. Il est que cette mesure du gouvernement, elle ne soit pas soutenue par nos électeurs. Nous, on a été que les porte-parole de ce que disent celles et ceux qui ont fait la victoire de François Hollande. Si François Hollande gagne en 2012, c'est parce que les jeunes se sont mobilisés. C'est ça qui a fait notre victoire contre Nicolas Sarkozy. Donc le problème, il n'est pas
pas ce que font les jeunes socialistes. J'aime beaucoup ce mouvement, je suis fier et honoré de le présider, mais c'est pas nous qui décidons si nos électeurs votent toujours pour nous ou pas. S'il y a eu des milliers, des dizaines, des centaines de milliers de jeunes dans la rue au moment de la loi travail, c'est pas que des militants jeunes socialistes. Moi, j'aimerais qu'il y ait 500 000 jeunes socialistes, mais il n'y en a pas 500 000. Donc c'est aussi parce que ça a dépassé le cadre des organisations politiques. Donc moi, je pense que le vrai problème, c'est qu'on ait fait cette loi, c'est pas que nous on l'ait contestée. Encore une fois, ma ligne de conduite, moi, en tant que président des jeunes socialistes, elle est simple. C'est les convictions et la sincérité. Et moi, je ne vois pas faire de la politique autrement qu'avec la sincérité et des convictions. Et donc, moi, j'ai défendu un certain nombre de propositions et une orientation politique depuis que je suis adhérent, c'est-à-dire depuis 2005. Je ne me voyais pas président des jeunes socialistes dire l'inverse ou soutenir l'inverse parce que ce seraient des camarades à moi, ce seraient des socialistes qui mettraient en place des mesures que nous aurions combattues si la droite avait été au pouvoir. Parce que si François Hollande avait perdu l'élection présidentielle et si la droite avait fait la même réforme du droit du travail, nous aurions été Jean-Christophe Cambadélis, François Hollande, moi-même, tous les dirigeants socialistes dans la rue contre cette réforme. Mais dans la tête des Français qui ne savent pas forcément que le MJS est autonome, on peut penser quand même que même les jeunes du mouvement sont contre ces réformes portées par François Hollande. C'est un problème parfois peut-être d'image, Benjamin Lucas, c'est ça que oui, je mais veux c'est dire. là aussi que ça prouve qu'il faut changer de système et changer la politique, c'est que, encore une fois, moi je fais de la politique avec la sincérité et des convictions, et je pense au contraire que ce qu'attendent les Français, c'est qu'on sorte de cette politique faite d'éléments de langage, faite de postures, et que justement on soit dans un discours de sincérité, de conviction et de vérité, et donc je pense que nous, en tout cas, moi j'ai croisé beaucoup de gens à cette occasion de la loi travail, beaucoup chez moi en Picardie, qui étaient, même s'ils n'étaient pas forcément d'accord avec nous, qui nous accordaient le mérite de la sincérité, de la cohérence et des convictions. Et je pense que c'est comme ça qu'on doit faire de la politique, jamais en mettant ses convictions dans sa poche. On va passer à cette deuxième partie d'émission, c'est les photos. Voici sur la tablette cette première photo. Vous pouvez prendre la tablette. Vous avez publié cette photo sur votre compte Twitter. Alors c'était lors de la campagne des européennes en 2014. On vous voit avec cette feuille où il est inscrit « La finance m'a mis à poil », carrément. Le 25 mai, je change d'Europe en soutien à Martin Schulz, l'actuel président du Parlement européen. Il faut aussi rappeler un petit peu les scores du Parti Socialiste en France. Je parle notamment avec le Front National qui est arrivé en tête avec 24,86% des voix, avec l'UMP 20,81 et le PS 13,98 juste après. C'est vrai qu'avec... c'est à cause de la photo. Je vais pas en venir là non plus, mais c'est vrai qu'avec cette inscription sur cette feuille, est-ce que déjà vous n'avez pas l'impression de redire un petit peu ce que disait François Hollande, mon ennemi c'est la finance, et surtout qu'il n'avait pas après tenu derrière. En quoi elle vous a mis à poil personnellement, Benjamin Lucas, cette finance? L'enjeu de cette campagne, à l'époque j'étais secrétaire national aux campagnes des jeunes socialistes, et donc il fallait qu'on trouve des idées, je vous rends la tablette, il fallait qu'on trouve des idées originales pour intéresser à une élection européenne qui objectivement intéressait pas les foules, alors que l'Europe décide beaucoup dans notre quotidien. Et l'axe de campagne des socialistes, c'était de remettre en cause l'austérité en Europe, de remettre en cause ces politiques de rigueur budgétaire qui aujourd'hui empêchent de faire la transition écologique, empêchent de faire l'Europe sociale, empêchent de faire du progrès et de la répartition des richesses en Europe. Et donc, à travers cette façon de choquer, je ne sais pas si ça choque de me voir torse nu avec une pancarte, mais en tout cas, cette idée de changer un peu de format, on s'est dit on va peut-être être plus... La politique spectacle un petit peu. Non, c'est pas la politique spectacle, ou alors c'est un spectacle à peu de frais. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, aujourd'hui, si les jeunes ne vivent pas bien sur le continent, si nous sommes une génération qui vit la précarité, qui vit les inégalités, qui vit la pauvreté, c'est parce qu'il y a en Europe une trop forte pression du monde de la finance, des lobbies, et une espèce d'obsession des mythes des années 80 des libéraux, c'est-à-dire le fait qu'il ne faut pas dépenser d'argent public, qu'il ne faut pas investir dans l'économie, qu'il ne faut pas investir dans sa jeunesse. C'était à travers cette photo cela que nous voulions dénoncer. Mais quand un président de la République a dit mon ennemi c'est la finance, qui n'a finalement, on en parlera peut-être en fin d'émission, pas tenu, il n'a pas combattu non plus la finance, est-ce qu'à ce moment-là c'était bien vu de réattaquer sur cet angle? Bon, à ce moment-là, on n'était pas, en 2014, pas aussi avancé dans le quinquennat. Moi, en 2 ans quand même. J'ai toujours pensé on peut faire des choses en 2 ans. Qu'on irait plus loin. Nous, notre message à ce moment-là du quinquennat, c'était de dire nous avons fait des choses, elles sont positives, mais il faudra aller beaucoup plus loin encore. Donc moi, je ne pouvais pas préjuger qu'on ne s'affronterait pas frontalement au monde de la finance à ce moment-là. La loi bancaire était en discussion, je crois. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient sur la table. Mais oui, mais moi, c'est ce qu'on disait sur la loi travail, c'est encore une fois, on ne peut pas avoir un discours du Bourget qui donne de l'espoir, de l'espérance et qui fait que les jeunes vont voter aux élections présidentielles, et puis ensuite ne pas tenir ses engagements une fois au pouvoir. Voilà, mais encore une fois, nous sommes dans la sincérité et les convictions, et moi je pense que notre ennemi, ça doit toujours être le monde de la finance, et qu'il faudra, dans un deuxième quinquennat de la gauche, aller beaucoup plus loin sur ces questions que nous l'avons fait pendant 5 ans. Je vais vous montrer maintenant cette deuxième photo.
On y voit Martine Aubry et Oui. Claude Bartolone. Cette fois, ils sont habillés, eux. Ils sont habillés. Mais je vais récapituler les faits. Donc Martine Aubry, maire de Lille, Claude Bartolone, président de l'Assemblée nationale. Et si je montre cette photo, c'est qu'en novembre dernier, la gauche se retrouvait à Bondy pour un événement qui s'appelait un carrefour des gauches et de l'écologie. Et avant cette réunion, Claude Bartolone a eu une petite phrase qui disait... Alors à ce moment-là, on ne savait pas encore que François Hollande ne serait pas candidat. Il disait « Je préfère que François Hollande et Manuel Valls soient candidats à la primaire plutôt que l'on puisse se dire « Voilà, je suis éliminé, je suis sur le tapis vert et du coup, je vais m'éloigner de la campagne et du parti socialiste. » Et on a des journalistes lors de cet événement, on a vu Martine Aubry et Claude Bartolone l'un à côté de l'autre, et on entend Martine Aubry lui dire « Mais ta phrase était complètement, excusez-moi le terme, complètement con ». Avait-il raison concernant ces propos? Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai finalement. Est-ce que François Hollande risque de s'éloigner de la campagne de 2017, de moins s'investir envers le candidat en 2017? Et donc, du coup, est-ce que Claude Bartolone avait raison à ce moment-là? Bon, moi d'abord, sur la phrase de Martine Aubry, moi j'ai beaucoup d'affection et d'amitié pour Martine Aubry. Nous sommes de la même région, elle a apporté beaucoup sur la gauche et on peut au moins lui reconnaître ce mérite d'avoir un parler franc, un parler vrai. C'était pas devant les caméras. Non, mais en tout cas, elle s'exprime assez On est franchement. tous vrais quand on est en dehors des... Oui, mais non, pas Ah. tout le monde. Vous savez, la politique est parfois un monde un peu hypocrite. Martine Aubry, elle a ce mérite de la sincérité et de l'expression de ses convictions. Donc elle aurait pu très bien le dire à travers d'un discours finalement, si on a cette Mais franchise. elle a dit d'autres choses dans beaucoup de discours depuis le début du quinquennat. Je ne sais pas si Claude Bartolone avait raison ou tort. Ce que je sais par contre, ce qui est vrai, c'est que les petites phrases polluent le débat politique et qu'il faut qu'on fasse attention nous aussi à ce qui fatigue les C'est Français. ce que j'allais vous dire. Moi, je souhaite qu'on. On a l'impression avance que vous êtes sur des désunis, convictions, là, des qu'il y a projets, des- des idées. Mais on était dans un moment, vous l'avez rappelé, moi j'y étais à Bondy dans ce grand rassemblement de la gauche qui a montré une chose, que la gauche peut se rassembler quand elle parle de ce qui lui est commun. L'aspiration à l'égalité, la transition écologique, le rassemblement pour les plus faibles, pour les plus pauvres, et donc pour apporter du progrès, du mieux vivre, pour partager le temps de travail, etc. Donc ça aurait dû être ça le message de cette journée, à cause d'une petite phrase. Alors je ne sais pas s'il l'a fait volontairement ou pas, et moi j'ai aussi beaucoup de respect pour Claude Bartolone, que j'ai vu récemment, mais cette petite phrase a malheureusement éclipsé un peu le message qui devait passer, qui devait montrer que la gauche pouvait se rassembler. Mais peut-être que le problème était plus profond du coup. Bah oui, de toute façon, il y avait un débat à ce moment-là sur la légitimité ou pas de la candidature de François Hollande. C'est la question. Et donc Claude Bartolone souhaitait que, si j'avais bien compris, que François Hollande et Manuel Valls s'affrontent dans une primaire. Bon, c'est pas ce que François Hollande aura décidé de façon digne et assez lucide finalement. Et donc finalement, cette petite phrase appartient déjà à un passé presque paléolithique. Mais nous, justement, le passé nous intéresse dans cette émission. Vous avez compris. On va passer à cette dernière partie d'émission qui s'appelle Le bilan s'impose. Et on va commencer à faire le bilan concernant le nucléaire. Et pendant la campagne de 2012, François Hollande s'était engagé à fermer la centrale de Fessenheim dans le Haut-Rhin. C'était un engagement qu'il avait pris dans ses propositions. En avril 2016, le chef de l'État a confirmé cette fermeture sans qu'aucune date ne soit vraiment précisée. Et vous, Benjamin Lucas, c'est un sujet qui vous tient à cœur. D'ailleurs, sur le site du mouvement des jeunes socialistes, il est marqué clairement, on demande cette fermeture, nous appelons à la fermeture immédiate de cette centrale. Et pour vous, l'un des gros échecs de François Hollande, puisque là, dans cette dernière partie d'émission, on va revenir un petit peu, comme on est vraiment en fin de mandat, on va revenir sur toute cette mandature. Est-ce que vous, c'est un échec de François Hollande de ne pas avoir pris la décision plutôt de la fermer ou de trouver des accords pour fermer cette centrale? On est en fin de mandat, c'est toujours pas fermé. Oui, parce que qu'est-ce qu'on va attendre avec cette question du nucléaire ? On va attendre quoi? Un accident type Fukushima? On va attendre une catastrophe? On va attendre un risque terroriste encore plus élevé sur les centrales nucléaires? Aujourd'hui, Fessenheim fait courir un risque pour toute cette région et au-delà pour tout le pays et pour tout le cœur de l'Europe. Donc il faut fermer Fessenheim. C'était un engagement fort de la campagne présidentielle. Moi je regrette qu'il n'ait pas été encore Donc c'est tenu. un échec pour vous. Oui, quand on ne tient pas un engagement, c'est un échec, c'est une forme d'échec, c'est un renoncement en tout cas. Alors, il y aurait des possibilités de la fermer en 2018, mais on a un candidat, François Fillon, juste en face. Lui, s'il est élu, il ne va pas la fermer, la centrale, du coup. Ça se trouve, on verra pas pour le moment, pour l'instant, cette fermeture. Oui, je souhaite que dans la fin du quinquennat, il reste quelques mois. En quelques mois au pouvoir, on peut toujours faire beaucoup plus qu'en 10 ou 15 ans dans l'opposition. Donc je souhaite que nous fermions Fessenheim encore. Et ça peut se faire en quelques mois? En tout cas, ça fait 5 ans qu'on en parle. On peut engager, vous savez,
je pense que techniquement c'est compliqué de fermer en quelques mois une centrale, évidemment, mais il faut prendre les décisions politiques qui ensuite s'imposeront. Et je crois que c'est là aussi la responsabilité du président de la République. Est-ce que le fait d'avoir Emmanuel Cos au gouvernement, c'est une pression supplémentaire concernant tous ces sujets pour François Hollande? Évidemment, il a aussi choisi d'avoir Emmanuel Cos avec le Premier ministre. Mais d'avoir les Verts au gouvernement, c'est une pression supplémentaire, selon vous, pour le président de la République? Ce qui est plus compliqué, c'est qu'il n'a pas les écologistes au gouvernement. Il a des membres d'Europe Écologie Les Verts qui ont quitté Europe Écologie Les Verts pour rejoindre le gouvernement. Elle a été quand même patronne des. Si on veut vraiment que les accords fonctionnent et que que l'union de la gauche fonctionne, il faut faire l'union de la gauche avec tout le monde et donc pas se contenter simplement de quelques-uns qui veulent arriver. Et vous savez, la gauche a toujours été des familles diverses. C'est pas un problème aujourd'hui. Il y a toujours eu des débats. Non, parce que la gauche, c'est la pluralité, c'est la diversité, mais on a toujours réussi à faire des synthèses et des compromis. Ce que je regrette dans ce quinquennat, notamment à partir du moment où Manuel Valls a été nommé Premier ministre, mais c'est pas que son cas personnel, c'est aussi les choix politiques qui ont été faits, c'est qu'on a décidé que c'était un gouvernement, il fallait faire venir que ceux qui étaient d'accord avec la ligne qui avait été décidée et non pas construire collectivement un projet politique. Moi, je crois qu'on ne rassemble pas la gauche par des débauchages individuels, on rassemble la gauche par des accords de gouvernement avec l'ensemble des partenaires de notre famille politique et au-delà de la gauche. On va passer à un prochain sujet qui s'appelle le mois président. On sait à quoi on fait référence, Benjamin Lucas, à ce fameux discours de François Hollande dans le débat de l'entre-deux tours face à Nicolas Sarkozy, moi président ceci, moi président cela, et justement notre premier point, moi président de la République, qui avait dit « Les ministres ne pourront cumuler leurs fonctions avec un mandat local parce que je considère qu'ils devraient se consacrer pleinement à leurs tâches. » Et pourtant, Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense en décembre 2015, et ministre tout en cumulant son poste avec son poste de président de la région Bretagne. Est-ce que ça... Une incohérence. Moi je le regrette, je trouve que ça donne pas une. Ça vous a révolté, Benjamin Lucas? J'irais pas jusqu'à dire révolté, en tout cas ça m'a déçu parce que je crois que ça ne donne pas une bonne image de la politique et de l'engagement politique. Je pense que nul n'est irremplaçable, que si on estimait, ce qui est mon cas, que Jean-Yves Le Drian est un bon ministre de la Défense et qu'il doit rester en poste, je pense qu'il pouvait confier à son premier vice-président le temps de son exercice ministériel la présidence de la région, comme d'autres. Ça a été un problème d'organisation peut-être à ce niveau-là? Non, c'est un choix politique qui est fait à partir du moment où le président de la République autorise un ministre à cumuler et que ce ministre ne voit pas de contradiction entre ces deux mandats. Mais le problème, c'est que dans ce cas-là, ça veut dire qu'il n'est pas à plein temps président de région. Moi, je crois qu'on ne peut pas ne pas être à plein temps dans les mandats pour lesquels les citoyens nous ont élus. Après, il a eu le vote des Bretons tout en sachant qu'il cumulerait. Mais en tout cas, moi, je pense que d'un point de vue moral, d'un point de vue éthique, ce n'est pas satisfaisant. On a un deuxième point, moi, président. Moi, président de la République, je ne serai pas le chef de la majorité, je ne recevrai pas les parlementaires à dîner à l'Élysée, les parlementaires de la majorité à l'Élysée. On a une date, le 22 juillet 2013, François Hollande a reçu à dîner les chefs des partis de sa majorité, puis on a aussi plusieurs parlementaires durant sa présidence qui ont été conviés à des dîners à l'Élysée. Finalement, il n'était pas si différent que Nicolas Sarkozy à ce niveau-là. Si, alors, je pense que la pratique du pouvoir n'a pas été du tout la même entre Nicolas Sarkozy et François Hollande. À ce niveau-là, je parle. Il y a Nicolas Sarkozy, parce il que intervenait directement dans les affaires de la majorité. Il se comportait comme un chef de parti. C'est pas ce qu'a fait François Hollande. Moi, ça ne me choque pas qu'un président de la République, qui a été élu, qui vient pas de nulle part, qui vient d'un parti politique, en plus François Hollande avait été le chef du Parti Socialiste pendant 11 ans, ce qui n'est pas rien, reçoive sa majorité. D'ailleurs, moi j'aurais préféré même qu'il l'écoute un peu plus, sa majorité, quand il s'est agi de faire la déchéance de nationalité, le travail du dimanche ou la loi travail, ça nous aurait évité bien des erreurs. Donc moi, ça ne me choque pas qu'un président de la République dialogue avec les représentants de la majorité, avec les élus, etc. Moi, j'ai même été reçu par le président de la République pour discuter, parce que nous sommes de la même famille politique, et donc j'ai eu l'occasion de lui faire passer un certain nombre de messages. C'était en février 2016. Voilà, je trouve que ça me paraît logique que le président de la République reçoive les représentants politiques du pays qu'il préside. Alors vous, ça vous choque pas, mais François Hollande en était choqué dans ce débat d'entre-deux tours, justement. C'est cette confrontation. Je ne pense pas que ce soit ce point-là qui ait fait l'élection de 2012. Je pense que c'est l'aspiration à l'égalité qui a fait gagner François Hollande, et c'était sans doute dans l'euphorie de la tirade de l'anaphore qu'il l'a déclaré. Non, ceci dit, il a eu raison de changer la pratique du pouvoir par rapport à ce que faisait Nicolas Sarkozy. Et donc il y a un raccourci dans ce qu'il dit dans le mois président. Même ce rapprochement avec les journalistes, Benjamin Lucas. Il y a toujours eu le pouvoir à ceci de curieux qui a des discussions. Voilà, c'est complètement assumé. Moi je trouve regrettable que
non pas que le président de la République discute avec des journalistes, c'est ça. Mais les reçoit à des entretiens pendant des heures ça plutôt pour bien, en faire un livre. Je trouve plutôt bien que les journalistes aient un accès au chef de l'État. Ça prouve qu'il y a une transparence démocratique un peu plus profonde. Après, c'est vrai que sur le fond, ce qui ressort d'un certain nombre de livres est troublant pour beaucoup de proches du chef de l'État. Se confier, parce que c'est se confier. On a une certaine posture quand on est président de la République. Là, il s'est vraiment confié, livré sur ses sentiments, ses échecs, qu'il n'aurait pas dû faire ça comme ça. C'est son choix personnel et c'est sa façon de concevoir l'exercice de ses responsabilités. Moi, je ne suis pas président de la République. Oui. Pas encore. Je ne suis pas président de la République. Ce serait une envie, Benjamin Lucas, pas dans le du tout. futur. Je débat avec François Hollande sur le fond. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de juger de son action politique, pas de son comportement personnel. Et donc, j'ai pas de jugement ni positif ni négatif à apporter à ces entretiens avec des journalistes. Un autre moi président de la République, j'aurais aussi à cœur de ne pas avoir un statut pénal du chef de l'État, je le réformerai. Ce qui n'a pas été fait, puisque ce statut pénal a été complètement écarté lors du projet de réforme constitutionnelle. Un autre, oui, vous le regrettez, ça aussi. Une réforme constitutionnelle, il faut une majorité plus large. À partir du moment où nous avions perdu la majorité au Sénat, il était compliqué d'avoir cette majorité. En revanche, le président de la République a montré un souci d'indépendance vis-à-vis de la justice, vis-à-vis du pouvoir exécutif, et il a démontré, là encore, une pratique du pouvoir complètement différente de celle de Nicolas Sarkozy et de François Fillon. Ce dernier petit point, moi président de la République, je ferai en sorte que mon comportement soit exemplaire. Est-ce que vous ne pensez pas que sa rupture avec Valérie Trierweiler, sa liaison avec Julie Gaillet, ça a véritablement abîmé son image ? Moi, je ne suis pas un adepte de l'ordre moral. Je ne vois pas en quoi des éléments de la vie privée de François Hollande qu'il n'a à aucun moment cherché à rendre public. Lui-même soit un facteur d'instabilité politique, et au contraire, moi j'ai pas à juger de la vie privée de François Hollande. Il choisit avec qui il partage son temps de vie privée, et en l'occurrence, ce qui gênait dans la pratique de Nicolas Sarkozy, c'était l'étalage, c'était l'exhibitionnisme presque qui était pratiqué. François Hollande, il n'a jamais fait de déclaration publique pour expliquer quelles étaient ses relations privées avec telle ou telle personne. Donc là encore, moi je crois pas qu'on ait à juger de ce qu'est la vie privée d'un individu, parce qu'il est président de la République, il a de fortes responsabilités sur lesquelles moi je suis très exigeant, et je crois l'avoir démontré, vous le disiez, sur un certain nombre de désaccords, mais encore une fois, on peut être président de la République et avoir une vie privée, et moi ça ne me choque pas. Mais au final, ça a été étalé dans la même façon dans les journaux. Oui, mais pas de son fait, c'est là aussi où je regrette un peu... Après, c'était pas dans le fait de Nicolas Sarkozy non plus. Nicolas Sarkozy avait choisi de mettre en scène un certain nombre d'éléments de sa vie privée, de voyages, de sorties à Disneyland. Il avait évoqué la question de sa relation avec Carla Bruni dans une conférence de presse à l'Élysée. Mais au moins, ça a été transparent peut-être de ce côté-là. Est-ce que ça n'a pas alimenté, ce silence n'a pas alimenté le scandale, finalement, Benjamin Lucas? Non, parce que nous n'avons pas, moi je n'ai pas à savoir avec qui le président de la République partage ses soirées, avec qui il part en vacances, tant que ça ne met pas en cause sa pratique de son exercice des responsabilités de l'État. Donc, encore une fois, la transparence, elle doit s'exercer sur des choses importantes. Est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts ou pas entre des responsables politiques et des grandes entreprises? Est-ce qu'il y a des activités rémunérées qui peuvent mettre en cause l'impartialité d'un dirigeant politique? Ça, ce sont des sujets sur lesquels il faut une transparence encore plus forte. On a vu ce qui s'est passé avec l'affaire Cahuzac. Voilà des sujets sur lesquels il faut de la transparence. Mais en l'occurrence, la vie privée, tout individu a le droit à une vie privée, même quand il est président de la République. Et en plus, je pense que ça ne change rien à la politique qui est menée et qui est conduite pour les Français. Le troisième point de ce bilan s'impose, cette dernière partie d'émission, l'Outre-mer, évidemment. M5 TV et la chaîne d'information de l'Outre-mer. En 2012, François Hollande avait fait 30 promesses à l'outre-mer, et notamment la lutte contre la vie chère. Alors évidemment, la mesure phare, c'est ce fameux bouclier qualité-prix. Mais finalement, à côté de ça, on a toujours, même si certains prix ont baissé, les prix de l'alimentaire ont relativement augmenté, on a les tarifs bancaires qui sont en baisse, mais les frais de tenue de compte qui restent relativement élevés. Pareil aussi pour la téléphonie mobile qui ne s'est pas alignée, les prix ne sont pas alignés à ceux de l'Hexagone. Et finalement, est-ce que ce bouclier qualité-prix, c'est pas un trompe-l'œil un petit peu, Benjamin Lucas? Non, moi je dirais beaucoup a été fait. Parfois, beaucoup, ce n'est pas suffisant. Et en même temps, il y a un gros retard. Et donc, un quinquennat ne suffira sans doute pas à régler un certain nombre de questions. Mais moi, je pense que
Il y a des mesures spécifiques qu'il fallait prendre, mais une bonne politique pour les Outre-mer, c'est aussi une bonne politique générale, par exemple, de lutte contre la pauvreté, parce qu'aujourd'hui, ce sont des territoires où la pauvreté est plus forte qu'ailleurs. Et donc quand on combat la pauvreté, quand on combat les inégalités, quand on réforme l'éducation, quand on crée des services publics et des postes de fonctionnaires, c'est aussi une politique favorable, évidemment, pour nos compatriotes des Outre-mer. Voilà, mais encore une fois, beaucoup n'est parfois pas suffisant, et donc il faudra aller encore plus loin et faire beaucoup plus. D'ailleurs, Manuel Valls, quand il était en déplacement à Saint-Pierre-et-Miquelon, avait prononcé cette petite phrase. Juste savoir ce que vous en pensez. Les Outre-mer ne quémandent pas, ils demandent uniquement à ce que leur spécificité soit reconnue. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase ? Ouais, elle dit pas grand-chose, elle est juste, elle ne me scandalise pas. Il n'y a rien de scandalisant là sur le coup. Elle est juste, et effectivement, il y a un devoir aujourd'hui de la République a un devoir, c'est d'assurer l'égalité de ses citoyens sur tous ces territoires, en métropole et en outre-mer, et donc de garantir que chacun puisse vivre dignement. Et c'est aujourd'hui un impératif, surtout quand on est de gauche. Vous, au niveau du MJS, travaillez sur des propositions pour l'outre-mer en vue de cette campagne Nous allons y travailler, notamment pour une simple et bonne raison, c'est que nous avons des fédérations, des jeunes socialistes dans tous les départements, et donc y compris dans les départements d'outre-mer, et qu'effectivement, je parlais tout à l'heure de la question de la lutte contre la pauvreté. Moi, l'une des priorités que je me suis assigné en tant que président des jeunes socialistes, c'est de traiter de ces questions de lutte contre la pauvreté. Et comment on pourrait parler de lutte contre la pauvreté sans évoquer la question des Outre-mer, où cette question des inégalités est poignante et frappante. Vous parliez du coût de la vie, etc., il y a un instant. Donc oui, évidemment, on ne peut pas aujourd'hui faire un projet politique, on ne peut pas penser la politique si on ne s'attache pas à l'égalité de tous, quels que soient les territoires où ils habitent, et donc y compris l'égalité de nos compatriotes d'Outre-mer. C'était le mot de la fin. Merci Benjamin Lucas d'avoir été avec nous dans l'heure du bilan, et bonne continuation. Merci beaucoup, vous aussi. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. L'heure du bilan, c'est terminé. On se retrouve très vite avec un invité qui viendra sur notre plateau pour faire le point sur différents sujets. Prenez soin de vous.